Bonjour Frédéric. Bonjour Bichi. Très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Très heureux également. Cette fois-ci sur le thème de la violence. En parlant du thème de la violence, tu as commencé à rédiger le livre pour ce thème-là de l'année prochaine. Oui. Est-ce que tu as des premières pistes de réflexion potentiellement? Alors au-delà des premières pistes de réflexion, parce que moi je suis un peu comme les étudiants, enfin avec une longueur d'avance et quelques lectures, mais la première chose que je fais toujours, c'est m'approprier des œuvres. J'ai une thématique, la violence, et j'essaye de voir comment ce thème dans les œuvres peut être abordé, quelles sont ses différentes facettes, la façon que le thème a de s'articuler avec d'autres notions également. Et j'avance toujours comme cela, dans un premier temps, œuvre par œuvre. Et c'est la confrontation des œuvres qui finit ensuite par tisser tout un réseau de significations. Donc c'est mon premier travail et qui, je crois, devra être celui également des étudiants. Je pense que les enseignants proposeront pendant l'été des lectures. Je ne saurais trop conseiller aux futurs candidats, aux ECG2, aux ECT2, de lire pendant l'été, de profiter de ce moment heureux quand même qu'est la lecture, disons-le, mais pour avancer, pour se donner de la matière dès le début de l'année. Bah, c'est vrai que c'est toujours très important de prendre du recul sur le thème le plus tôt possible. Ça permet de forger ses propres réflexions. Les œuvres, évidemment, vont permettre de compléter nos réflexions et d'avoir un bagage culturel intéressant, voire même différent, pour ne pas avoir les mêmes copies partout le jour du concours. En ce qui concerne le thème de la violence, sujet quand même un peu particulier, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je ne sais pas si tu te rappelles, on était tous les deux là en train d'enregistrer quand on a appris quel était le thème, et dans un premier temps, ça a été notre première réaction, je crois. On s'est dit, oh là là, alors on sortait d'une crise politique, bon, il y a la guerre partout, on s'est dit, rajouter de la violence à la violence, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Première réaction, je crois, mais normale. Mais qu'évidemment, il fallait analyser en se disant, notre premier a priori quand même de la violence est assez négatif, mais on vit dans une société où la violence est de plus en plus condamné, éradiqué. On a même créé, à une époque, la violence routière pour parler des accidents de voiture. C'est étonnant de parler de violence routière quand même. Alors, pour dire sans doute que c'était pas un accident. La violence, c'est pas un accident. Un accident, c'est ce qu'on ne prévoit pas. Tandis que la violence semble être quelque chose de prémédité. Donc, il s'agissait juste de prendre un pas de côté, et puis en ayant en tête, par exemple, l'idée que pour la violence mesurable, les homicides, les choses les plus horribles. Bon, des études ont été menées et j'ai appris très récemment en écoutant France Culture, il faut toujours écouter des podcasts, des choses comme ça. J'ai appris que depuis le XIIIe siècle, en proportion, les homicides n'ont cessé de baisser. Plus particulièrement en Europe et en Asie. Alors qu'en Amérique du Sud, en Afrique, et d'une façon moins importante en Amérique du Nord, mais beaucoup moins importante, mais plus importante qu'en Europe, et dans toute une région d'Asie, là, le niveau de violence, de criminalité, en somme, était resté relativement élevé. Ça veut donc dire qu'on est entré dans une période où la violence ne fait plus nécessairement partie du quotidien, devient quelque chose de choquant, de condamnable, de fait, alors que pendant tout un temps, la violence, ça fait partie du quotidien des gens. Alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la violence ne fait pas partie du quotidien des gens? Je crois que si, parce que y a des violences, des petites violences quotidiennes, des remarques qu'on se prend, qu'on n'aime pas, qui nous font réagir, etc. Et qui montrent bien, avec ce simple exemple-là, qui est une porte ouverte, le reste de l'année évidemment viendra analyser tout cela, que la violence est aussi une question de sensibilité et que notre époque est devenue plus sensible à la violence parce qu'on a appris à ne plus être violent ou à être moins violent parce qu'on s'est en quelque sorte civilisé et l'expression récente de notre président de la République parlant de décivilisation, de risque de décivilisation, dit quelque chose. Comme si la violence était liée à une forme de décivilisation et que la civilisation allait vers une harmonie, une paix
perpétuelle, comme dirait Kant. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et beaucoup plus riche qu'on ne le pense en réalité. C'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on parle de cette visibilité de la violence. On a vu que ça a évolué, comme tu l'as dit à juste titre. On voit qu'aujourd'hui, peut-être que nos sociétés sont moins présentes face à des actes de violence. On voit notamment, même sur les réseaux sociaux, des contenus masqués pour ne pas nous afficher de la violence. On voit aujourd'hui que même tout ce qui est en lien avec la mort d'un animal ou la mort des hommes en général, on essaye de le dissimuler. Et pour autant, on voit aussi qu'il y a cette visibilité de la violence qui est quand même présente, puisqu'on voit que la violence, ça paye entre guillemets, et qu'il y a des gens qui sont justement prêts à voir de la violence à tout prix, que ce soit de la violence verbale, comme tu l'as dit. C'est notamment le cas parfois de la télé-réalité, où on voit des gens qui sont face à leur télévision pour regarder des gens un peu échanger brutalement. Oui, et d'ailleurs, tu évoques ces paroles. C'est vrai qu'il y a des paroles violentes. Il y a là aussi des analyses chez Foucault et même chez Norbert Elias, des réflexions sur la langue, la parole. Peut-être que le début de la barbarie, si on veut employer un gros mot, mais c'est-à-dire l'altérité radicale, celle que l'on va rejeter dans le camp de notre non-culture, notre non-civilisation, passe en général par un vocabulaire qui se dégrade, qui se vulgarise, qui se barbarise. Raison pour laquelle d'ailleurs, autrefois, quand on faisait ces classes d'humanité, quand on faisait du latin et du grec, on avait barbarisme. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas pur, qui n'est pas dans un ordre qui permet justement le vivre ensemble et le maintien sans violence. Et précisément, quand le vocabulaire commence à se dégrader, quand il s'appauvrit, quand on n'a plus les mots, on passe par les actes, parce qu'il n'y a plus que ça pour communiquer. Et les actes, c'est rarement doux. Enfin, il peut y en avoir de très doux, on ne veut pas dire, mais il y en a de beaucoup moins doux. Et là, ça peut devenir quelque chose de plus gênant, en même temps qu'il y a toute une époque où ça faisait partie du quotidien. Enfin, faut pas oublier que le mot violence, je suis un fan d'étymologie, mais le mot violence a une vieille racine indo-européenne qui renvoie à la force. Et qui a donné le mot grec « is ». Alors le mot grec « is », que l'on retrouve par exemple pour ceux qui font un peu de sport, ischio-jambier. Ischio-jambier, c'est les muscles de l'arrière de la cuisse. Is, ça veut dire muscle. C'est le muscle, c'est la force, c'est le nerf, c'est la vigueur. Muscle, d'ailleurs, quand on dit qu'on a un échange musclé, c'est un échange violent en réalité. Donc ça donne ce mot is qui va donner par évolution le mot wis, la force, le mot wir, homme, un échange viril, c'est également un échange fort, musclé, et puis le mot vita. Et ça c'est quand même intéressant parce qu'en latin vita c'est la vie. Et étymologiquement, la vie est violente. Et c'est ce qui est intéressant parce que justement tu parlais au préalable de cette société qui a évolué où la violence était peut-être plus présente auparavant. On voit encore une certaine différence géographiquement de la violence. Mais est-ce qu'on a peut-être évolué plus d'une violence physique à une violence peut-être verbale ou dissimulée? Par exemple, on peut voir dans les réseaux sociaux, par exemple, une forme de violence qui émane dans les commentaires, beaucoup plus de dégradation, beaucoup plus d'atteinte à l'autre, peut-être, dans cette forme-là. Mais le fait est que quand le corps personnel, le corps social, est codifié, jusque dans la guerre, puisqu'il y a un art de la guerre que l'on va codifier, cette violence, elle est encadrée. Mais si cette violence, comme je le disais étymologiquement, renvoie à la vie, à cette force, cette puissance, il y a une nécessité que cette vie-là, que cette violence-là se manifeste d'une autre manière. Et même dans la cour par exemple de Louis XIV, qui a été un lieu où on a appris à parler poliment, on a inventé la politesse avec des codes. On a appris la non-violence verbale a priori. D'ailleurs, cette politesse va se répandre ensuite dans le reste de la société. Avant, c'était un peu plus rugueux quand même comme échange. Eh bien, même là, on va trouver des détournements, parce que une société dans laquelle tout serait sous contrôle, et le corps, et la parole, et finalement l'esprit, c'est la mort assurée. Ça devient une forme de totalitarisme. Donc il faut bien que d'une façon ou d'une autre, il y ait une transgression
Et la violence est une forme de transgression à un ordre. Donc, finalement, ce n'est pas nécessairement quelque chose de tout à fait négatif, cette violence. Aujourd'hui, c'est vrai, dès qu'on dit violence, on a l'impression que c'est pas bien, ça se condamne. Mais enfin, quand on fait du sport, souvent le coach, il dit ouais, il faut se faire un peu violence, là. Mais c'est-à-dire, il faut mettre de l'énergie, de la vigueur, et puis peut-être un peu de souffrance sur soi pour dépasser une forme d'endormissement de la personne. Peut-être que la violence peut avoir quelque chose de positif. Je ne dis pas là qu'il faille la soutenir et faire la promotion de la violence. Enfin, peut-être ce thème va-t-il permettre de porter un regard neuf sur quelque chose qu'on a tendance à masquer, tu le disais tout à l'heure, mais qui est bien là, et il s'agit de savoir ce qu'on en fait. Véritablement, ça touche à plein de domaines, évidemment plein de domaines. Bah justement, en parlant de plein de domaines, on a cette vision un peu péjorative de la violence et on a tendance, sur un premier ressenti, à voir que les étudiants se dissimulent un peu derrière l'histoire pour parler de ce thème de la violence. Est-ce que tu n'as pas peur que les étudiants remplacent partiellement le thème de culture générale par de l'histoire? En fait, cette peur est réitérée par rapport à la peur que j'avais l'année dernière et qui s'est malheureusement confirmée dans plusieurs copies. Où on a eu, quand il s'agissait du monde, des choses qui parlaient longtemps, trop longtemps, d'écologie, ce type de choses. On a substitué au monde d'autres termes. Là, le risque pour la violence, c'est qu'on fasse exactement la même chose et qu'on ait peut-être une approche sociologique ou exclusivement sociologique. Il y aura de la sociologie. De toute façon, je crois qu'on ne pourra pas faire l'économie parce qu'elle nous apprend beaucoup, la sociologie, sur l'évolution de la violence en société, avec des chiffres et de l'histoire. Ça va être très, très important. Mais il y a une épreuve de SH et l'épreuve d'AGG n'est pas... l'épreuve de CG n'est pas une épreuve de SH. Donc que la sociologie soit convoquée, oui, mais il s'agira là encore, en culture générale, fort de toutes ces connaissances, d'envisager le thème sur la base d'œuvres philosophiques, d'œuvres littéraires, et d'œuvres cinématographiques et picturales, parce que là, pour le coup, il va y avoir pléthore. Ouais, c'est vrai que pour le coup, au-delà de la littérature, où on a de belles œuvres aussi qui nous parlent de la violence, c'est vrai que les films, pour le coup, cette année, ont aussi un grand rôle, parce que la violence, elle est démontrée dans beaucoup de films. Ça pourrait être intéressant de mobiliser ces œuvres-là. En ce qui concerne la violence, peut-être petite question pour aider les préparationnaires de l'année prochaine, est-ce que finalement on peut définir la violence d'une seule façon ou est-ce qu'il pourrait y avoir une multitude de définitions de la violence? Je crois que, comme tous les thèmes qui sont choisis depuis des années, celui-ci va se décliner de plusieurs manières et que toute l'année, c'est l'une des spécificités en réalité de ces mois passés ensemble avec les étudiants, de voir qu'on commence par une appréhension de la notion un peu simple, on essaye de la définir, et puis plus on avance, plus on se rend compte que ce n'est pas si simple, pour arriver ensuite à une exploration et une explication, c'est-à-dire faire sortir des plis, une explication du sujet, et ce sera à chacun, dans sa copie, de faire, puisque je parlais d'expliquer exactement comme le fait une fleur, de trouver le bon parfum à faire traîner le long de la copie. C'est extrêmement important. Définir le terme immédiatement, on pourrait évidemment le faire, on peut le dire, la violence c'est l'utilisation excessive de la force. Bon, voilà, c'est une force excessive. Bon, ok, mais une fois qu'on a dit ça, l'excès, où trouve-t-il ses bornes? Comment cela se manifeste-t-il? Que cela dit-il de ce qu'est un être humain, un esprit, une société, une histoire, l'art? Finalement, l'art est violent, puisque tout art est transgressif, sans quoi est-ce que ce serait véritablement de l'art? Donc il y a là toute une série, tout un domaine d'exploration extrêmement dense qui doit nous empêcher de vouloir parvenir à une définition
simple de la violence. C'est vrai, suffit de voir même certains actes qui ne sont pas forcément violents pour certains et qui le sont pour d'autres, ou même juste Michel-Ange, tu parlais d'art, qui a été violent dans certaines peintures, voire même choquant pour certains. C'est tout l'intérêt justement de ce thème-là, cette ambiguïté entre la violence peut-être provoquée, celle ressentie, et je pense que ça donnera de nombreuses réflexions à nos amis préparationnaires. On arrive sur les bords de l'été. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux jeunes préparationnaires qui n'ont pas encore commencé ce thème et qui souhaitent se préparer pour l'année prochaine ? Je crois que, enfin je l'espère en tout cas, qu'aucun n'a encore commencé véritablement ce thème. D'abord, la première année est suffisamment dense pour que l'on ait à traiter les différentes entrées, une façon d'appréhender toute une série de notions qui serviront en deuxième année, qui viendront enrichir la réflexion sur le thème de la violence. Mais à l'approche de l'été, moi je conseille évidemment aux futurs candidats de lire les œuvres que leurs enseignants leur donneront, d'être extrêmement curieux. Ils auront quelques mois désormais à tout voir par le prisme de la violence. Je veux les rassurer, ça n'est pas nécessairement terrible. Moi-même, dans un premier temps, je me suis dit, mais ça va être terrible. Pendant 7 mois, travailler uniquement sur la violence, on va finir complètement déprimé. Mais là, en travaillant sur le livre, là, je suis en train de travailler sur Shakespeare. Oui, il y a un côté sombre de l'âme humaine, ça va de soi. Mais Shakespeare, c'est jouissif. La langue shakespearienne est absolument magnifique, les images sont très belles. Ce n'est pas nécessairement réjouissant, mais ce que l'on en fait peut le devenir. Oui, la violence, il faut essayer de l'appréhender, la voir un peu partout, et puis noter des choses que l'on a observées, parce que ce sera le bagage personnel que l'on se sera constitué et qui permettra d'appréhender le thème de façon original. Exactement, original, et même avec certaines spécificités que l'on peut trouver et que d'autres ne trouveraient pas. D'où l'importance, c'est vrai qu'il ne faut pas tout voir sous le prisme de la violence, mais ça nous permettra peut-être de repenser cette notion tout au long de l'année ensemble. Bien sûr. Je te remercie Frédéric pour cet échange, c'était très intéressant et on se retrouve pour de prochaines vidéos pour décortiquer ce thème ensemble. Avec grand plaisir.